Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Hugo. Active Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Hugo. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce 142e Saint-Étienne Night Club. Bon, pour une fois, je vais pas vous demander comment vous allez parce que je pense que j'ai à peu près la réponse et j'imagine qu'on ressent à peu près tous la même chose après cette désillusion, honte, déception et maintenant dans l'attente le stress sans doute, l'impatience aussi peut-être. Mais ouais, quelle déception, quand on m'a attribué l'animation de ce qui pouvait être la dernière émission de l'année, j'espérais vraiment que l'issue de cette rencontre soit positive, soit différente. J'aurais vraiment aimé débriefer une montée directe en Ligue 2, mais nos Verts on ont décidé autrement. Les 3 derniers matchs ont été ridicules. Les Stéphanois se sont sabordés 2 fois en menant 2 fois au score. Puis pour leur dernier match, ils ont totalement lâché prise pour le match qui pouvait être décisif dans cette saison si particulière. On va quand même débriefer cette rencontre pour ce nouveau Saint-Étienne Night Club. D'ailleurs, on le rappelle à chaque fois, mais que vous écoutiez l'émission en live, en replay ou en podcast, ça nous fait vraiment très plaisir de voir que votre soutien est toujours aussi important cette saison. Et on vous remercie, hein. Si vous êtes habitué d'ailleurs à écouter notre émission, ou même si c'est la première fois, hein, n'hésitez pas à suivre la chaîne sur la plateforme que vous utilisez et à liker, aimer la vidéo aussi, c'est toujours appréciable et surtout utile pour nous afin de savoir comment marche le SNC. Et du coup, pour cette 42e édition, j'ai dit, pour débriefer ce qui pouvait être ce dernier match, mais ce dernier match de la saison régulière, on va dire, du championnat, je suis accompagné par deux super chroniqueurs qui, comme moi, je pense, auraient préféré débriefer une victoire. On a tout d'abord Sylvain. Salut Sylvain, comment tu vas? Écoute, on a connu des jours meilleurs. On espérait une fin heureuse qu'on a une nouvelle fois pas eue. Puis on va quand même s'atteler à débriefer ça de la meilleure des façons et se projeter sur la suite parce que tout n'est pas totalement terminé. Tout n'est pas totalement terminé, la suite va arriver très vite. Et pour t'accompagner, Sylvain, on a Jessie Moulin en plus. Comment tu vas, Jessie? Salut les amis, ça va et vous? Bah, ça va, écoute, prêt pour un nouveau débrief. J'imagine que toi aussi, tu aurais préféré une petite victoire pour ce match-là. Ah, oui, 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 bah c'est sûr que on aurait préféré une victoire qui était synonyme de Ligue 2, mais voilà, rien n'est terminé, donc on espère toujours. On espère. Et enfin, au chat, pour remonter vos précieux messages, on a Karl. Salut Karl, comment tu vas? Salut Hugo, salut Jessie, salut Sylvain, salut les chats de YouTube et de Twitch. Ça me fait sourire parce que ce soit toi Hugo ou Jessie, vous avez tous les deux fait un petit lapsus, vous avez dit on aurait pu monter en Ligue 2. Ah, Oui, on aurait pu monter en Ligue 1. Je sais pas si c'est un réplicateur, mais c'était en fait tout cas, exprès. C'était pour voir si ça tu montre suivais la Karl. résignation. Bien sûr. Ah, mais Jessie a fait la meilleure. Je pense que ça témoigne d'une assez grande résignation de notre part après ces trois matchs-là, et notamment la défaite à QRM. Mais t'as raison, les planètes étaient tellement alignées sur les matchs d'avant que ça marchait tellement bien que la chute est assez brutale, mine de rien. Mais bon, faut faire avec et comme vous l'avez dit, la suite va arriver très vite. Donc bon, bah, pour aborder tout ça, on va tout de suite passer au débrief. C'est parti. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Alors, par où commencer? Et surtout que dire, hein? Je l'ai dit, les Verts devaient impérativement gagner pour une éventuelle montée directe en Ligue 1 et pas Ligue 2. Malheureusement, les protégés de Dalloglio se sont complètement ratés pour leur dernier match de la saison à Quevilly-Rouen. Défaite 2 buts à 1, une leçon d'efficacité reçue par l'avant-dernière équipe du championnat avant le match, qui était déjà premier à la descente en national. C'est d'autant plus frustrant car Angers n'a pas fait mieux qu'un match nul face à Dunkerque, donc la montée directe était nettement envisageable.
Bref, messieurs, je vais être assez direct. Quel est votre sentiment après cette nouvelle désillusion dans notre vie de supporter stéphanois? Sylvain, je commence par toi. Tu t'es comment? Tu te sens plutôt abattu, en colère, déjà résigné? Qu'est-ce que tu ressens actuellement? Eh ben, je dois dire que vendredi soir, j'étais très très en colère. Et je crois que ce qui me mettait encore plus en colère, au-delà de la prestation collective et du résultat final, c'est le résultat d'Angers de Dunkerque. Je crois qu'on aurait finalement tous préféré que Angers plie le scénario très vite et qu'on se projette rapidement sur les playoffs. Au lieu de ça, on a espéré. Je me suis même dit qu'à un moment donné, que Villy, ils allaient baisser de pied, on allait marquer ce but qui allait faire la différence. Et malheureusement, c'est pas arrivé. Et en fait, c'est le sentiment que j'ai après un peu moins chaud, c'est de me dire que finalement, on est quand même très 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 souvent déçu, trop souvent déçu. J'écrivais un article sur Peuple Vert là dans la semaine. Je me rappelais, bon bah c'était la belle époque sous Gasset où on a espéré la Ligue des Champions pendant longtemps et on s'est qualifié pour la Ligue Europa. Je me rappelle qu'il y avait une pointe de nous qui était malgré tout un peu déçu parce qu'on était passé à 2 points de se qualifier pour la Ligue des Champions. Et puis après on a eu l'histoire Puel avec cette finale de Coupe de France où on se disait que c'était un PSG probablement prenable en début de saison, pas en forme, etc. Ça n'avait pas fonctionné non plus. Après, on a eu l'histoire d'Upra là, qui arrive à décrocher les barrages pour nous faire des barrages mais cataclysmiques. Et puis là, je crois qu'on va revivre une quatrième aventure ultra décevante en peu de saisons. C'est dur, on s'accroche, on aime le club, mais c'est dur. Franchement, c'est dur. Non, c'est clair, tu as dit, on est souvent déçus et même quand tout va bien, on est toujours, un peu rattrapé par la réalité de ce club, hein, ça finit toujours par revenir. Ton côté, Jessie, toi, tu partages le sentiment de Sylvain, de la déception, surtout? Oui, oui, ça serait mentir de dire que non, c'est pas grave, on est confiant, on aurait rêvé d'être là. On aurait peut-être rêvé d'être là, mais à un moment donné, on est là, donc on aurait bien aimé que on saisisse notre chance. Après, voilà, c'est beaucoup de déception, mais ce qui me fait un peu peur et pour l'avenir, c'est que je sais que les joueurs sont un peu dans le même état d'esprit que nous, forcément. C'est qu'ils sont dans la déception, tandis que d'autres qui sont derrière, qui vont arriver chez nous pour jouer le barrage, vont être plus sur euh, une autre dynamique d'euphorie. Et voilà, donc le gros boulot, à un moment donné, je pense, du coach et du staff, ça va être de redynamiser tout le monde. Et voilà, de faire comprendre à tout le monde que c'est pas fini, qu'on a toujours nos chances de monter, même si cela va prendre encore 3 matchs de plus, quand tout le monde espérait finir et partir en vacances à la fin de saison. Donc il faut remettre une couche. On sent que les joueurs sont fatigués, aussi bien, on en parlait juste avant, physiquement que moralement. Ce que l'on vit nous, je pense qu'il ne faut pas oublier que les joueurs le vivent aussi puissance 10 parce que ils connaissent l'attente qu'il y a autour de ce club. Donc moralement, ça doit être dur. Et prolonger cette saison qui est déjà qui sollicite énormément le mental et le physique. Voilà, moi, c'est ce qui me fait le plus peur. J'espère que les joueurs vont vite se remobiliser et vont prendre conscience que c'est pas fini et qu'ils vont pouvoir encore remettre un coup de collier pour aller arracher ce match et aller défier le club de Ligue 1. Non, c'est sûr, on en parlera après, mais ils vont devoir, rebondir très vite, hein, et trouver de la ressource pour les prochains matchs. Ça va être important de ne pas rester sur cette série de 3 mauvais matchs, hein. Karl, j'ai directement au chat, je vois que c'est assez animé, déjà dès le début de l'émission. Je pense que les auditeurs ont des choses à dire. Même question qu'à nos 2 chroniqueurs, quel est le sentiment, des différents auditeurs sur le chat, Karl? Alors, le sentiment global, c'est évidemment de l'abattement. J'ai réalisé un petit sondage sur Twitch et c'est ouais, effectivement, c'est l'abattement qui ressort. Sur YouTube, il y a Brian qui nous dit j'ai pas vu une équipe qui voulait monter en Ligue 1. Les paroles, c'est bien, les actes, c'est mieux. J'ai beaucoup de respect pour le coach, mais les choix, il y a à débattre sur ce match-là. Et je n'ai pas vu de révolte, de capitaine, je ne sais pas où il est. Je crois que le seul qui voulait monter, qui avait la rage, il était sur le banc, c'est Gauthier Larsonneur. Euh, tout n'est pas encore terminé, mais franchement, comment y croire encore? Ça, c'est Pascal sur Twitch qu'on salue. Piazza Le Breton qui nous dit honteux. Comment peut-on aller perdre sur le 19e de Ligue 2 quand on joue la montée alors que Dunkerque a réussi à faire match nul à Angers, ce qui nous était bénéfique?
Soji qui nous dit je suis résigné, moi la saison est pliée à mon avis car les joueurs ont pris 2 grosses claques dans la tronche sur les 2 derniers matchs. Je trouve qu'on n'a aucun leader et que devant ils se sont tous cachés, personne n'a osé prendre des responsabilités à l'image du centre en retrait de Mouefek où il remet à Cardona qui ne demande pas la balle et il n'ose pas tirer. Bravo à Dunkerque qui eux les ont posés sur le terrain alors qu'ils n'avaient plus rien à jouer. Je pense qu'on oublie la solidité défensive de QRM. Pour rappel, ils ont tapé au cercle 4-3. On avait pratiquement toujours le ballon. Ça, c'est Pomme Poche qui relativise un peu en mettant en avant l'adversité quand même qui a été proposée vendredi soir. J'aurais préféré pas rêver de remonter. Ça, c'est Jeff qui nous dit ça. Euh, il y a, il y a Pomme Poche qui continue, qui nous dit Jesse, s'il te plaît, passe en boucle la vidéo de Diony dans le vestiaire. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Diony a chambré la SSE au balcon à Angers après l'officialisation de la montée du SCO. Et il y a Céline qui nous dit franchement, soyons lucides, ils n'ont pas vraiment le niveau pour jouer en Ligue 1. Quand on analyse les 3 derniers matchs, on ne peut pas dire que l'on a vu une équipe qui donnait tout pour avoir la cerise sur le gâteau. Ça manquait vraiment d'envie, d'agressivité et de justesse technique, à part 1 ou 2 joueurs qui ont le niveau pour jouer au-dessus. Je suis vraiment déçu de ces dernières prestations, mais bon, on va continuer à rêver jusqu'au bout quand même. Une petite touche d'optimisme dans tout ça. Et ce qui est intéressant dans ce que tu remontes, c'est que il y a plusieurs choses différentes qui sont dénoncées, hein. Manque d'envie, manque de leader, mais aussi de l'efficacité, mauvaise prestation. Donc il y a quand même peut-être plusieurs facteurs. En tout cas, j'aimerais qu'on se penche quand même sur un peu plus en profondeur sur le contenu de ce match contre Quevilly-Rouen, parce qu'il y a vraiment de quoi être frustré, en plus du coup de la non-victoire d'Angers qui nous aurait permis de gagner, enfin de monter directement en Ligue 1 si on gagnait ce match. Les Verts ont eu des occasions nettes hein, pour remporter cette rencontre. Je pense à la frappe de Cardona arrêtée sur la ligne, la transversale de Cafara aussi, bien d'autres encore, il y en a eu beaucoup. Je vais mettre les stats à l'écran, pardon, les frappes stéphanoises cadrées étaient nombreuses. Le gardien de Quevilly-Rouen aussi a fait quand même un gros match, hein, il a sorti quelques arrêts assez remarquables, mais on peut pas s'arrêter là-dessus, hein. Les Verts ont terriblement pardon, manqué d'efficacité, et à ce moment de la saison, hein, c'est crucial, et dans les deux surfaces, hein, puisque les adversaires ont inscrit 2 buts sur leurs seules occasions, hein, presque, un cafouillage sur un corner et un but largement évitable. Euh, Jessie, de ton côté, toi, est-ce que c'est ce manque d'efficacité que tu retiens principalement dans le match ou il y a autre chose que tu voudrais partager? Ouais, il y a d'autres choses que je garderai peut-être pour moi, mais parce que je veux incriminer personne. Mais c'est vrai que si on marque nos buts, je pense que le match il est plié aussi. Et on a un gardien en face qui a fait Jésus tout le match. Et c'était son soir, c'était son heure de gloire. Voilà, c'est un gardien qui descendait, qui avait plus rien à jouer et qui savait que, comme beaucoup cette saison, Saint-Étienne, c'était un match de coupe pour eux. Euh, et voilà, il y a eu vraiment, comme je disais tout à l'heure, on a l'impression que les planètes n'arrivent pas à s'aligner totalement pour Saint-Étienne. Parce qu'un match comme ça, on perd là-bas et qui sont à QRM qui sont relégués déjà et qui n'ont plus rien à jouer. Et les joueurs, pour eux, si, on pourrait penser qu'ils aient plus rien à jouer, mais en fait, si, ils ont Saint-Étienne à jouer. C'est voilà, tout ce que ça représente avec le stade plein. Ils sont transcendés malheureusement contre nous. Et voilà, on prend des buts évitables. Voilà, on prend des buts évitables, tout simplement aussi. C'était le match à pas être fébrile et on l'a été. Maintenant, si on met la transversale, si on met les buts là, qu'on frappe sur la ligne, c'est toujours pareil. Voilà, c'est le football et malheureusement, si Angers avait gagné, on aurait dit bon, bah, c'est comme ça. Mais vu qu'Angers, en plus, fait match nul, n'arrive pas à gagner, bah, c'est d'autant plus rageant et décevant. Toi aussi, Sylvain, tu parles de fébrilité peut-être aussi, manque d'efficacité surtout, comme j'ai dit et comme j'ai essayé à partager hein, dans les deux surfaces, des buts évitables et des occasions à mettre au fond, hein. Ouais, puis moi, ce qui me dérange particulièrement, c'est que moi, je trouve qu'on manque de personnalité. C'est dans les moments clés que tu vois les joueurs de personnalité. Et il n'y a pas un mec méchant pour enfoncer le gardien. Je pense à une action à un moment donné de Sissoko, je sais pas si vous l'avez en tête, elle lui revient dessus, il contrôle et il fait un plat du pied éclaté sur Leroy alors qu'il est tout seul. Je sais pas si vous vous souvenez de cette occasion.
Mais je trouve Ouais. qu'on n'est pas méchant. Là, il doit l'enfoncer, il lui met une mine dans la tête s'il faut, et la prochaine fois, il réfléchit à ressortir sur le ballon d'après, au moins. Tu vois ce que je veux dire? Comme un Brandao, par exemple. Exactement. Quitte à rater ta frappe, et puis elle passe entre les jambes de l'autre, et voilà. Mais on manque de méchanceté dans les deux surfaces. On viendra, je sais, sur ce terrain-là, mais Étienne Green, quand on parle de méchanceté, putain, sur le premier but, il sort, il fait l'épouvantail dans un jardin pour faire partir les oiseaux, sans déconner, c'est un scandale. C'est un scandale, sa sortie sur le premier but. Déjà, sa sortie avant le corner, c'est un scandale. Mais alors, sur le premier but, je sais pas, il va déjà un gardien qui ferme les yeux, j'ai jamais vu ça. Et c'est un scandale, c'est scandaleux. Moi, je trouve qu'on, voilà, là, c'est là où tu vois que certains joueurs de personnalité, je pense à Larsonneur notamment, là, il serait allé, il aurait tout arraché, et puis voilà, et puis c'est tout. Et on comprend Moi, pas je pourquoi pense on a quoi. fait jouer Larsonneur contre Rodez, qui était à moitié blessé, parce que tout le monde a bien vu qu'il était blessé, à faire tous ses dégagements pied gauche, à pas sortir, à machin, on a bien vu qu'il était blessé. Mais on comprend pourquoi c'est lui qui joue même à 50%, parce que même Larsonneur à 50%, c'est mieux qu'Etienne Green à 100%, on va pas se mentir. Euh, bah justement, deuxième point pardon, que j'aimerais aborder, on l'a un peu dit avec ce qui est remonté dans le chat, c'est la fatigue. On sent une équipe depuis 3-4 matchs, moins dedans, moins d'intensité, ouais, assez fatiguée de leur saison sans doute. C'est vrai que c'est long quand même une saison, mais ouais, il y a moins d'envie aussi peut-être. Et 2 point qui est un peu lié peut-être, il y a un certain relâchement, hein. On le disait avant l'émission en off, sans l'Arseneur, ça manque de leader, ça manque ouais, d'un leader technique, d'envie, de hargne quoi, de niaque. C'est à ce moment de la saison, il y a vraiment besoin sur ces matchs à gagner, et c'est ce qui a peut-être fait la différence sur les derniers matchs. Sylvain, je vais te laisser la main. Est-ce que c'est un paramètre que tu valides et que tu penses qui a manqué en l'absence justement d'un Gauthier Larsonneur qui, quand même, avec son langage corporel et quand il est dans les cages, ça change vraiment la donne dans la confiance de l'équipe, je pense. Moi, je crois, déjà, j'ai du mal à comprendre la titularisation de Bouchoirie. Alors, enfin, si, je la comprends en partie. Je comprends pas pourquoi il a pas fait commencer Tardieu d'une façon assez logique. Mais après avoir eu quelques échos, on comprend mieux. Et puis, de toute façon, quand on voit les dernières sorties de Tardieu, on voit qu'il c'est peut-être celui qui est le plus cramé de tous au milieu de terrain. Voilà. Après, moi, je pense que sur certains choix, Dalloglio, il s'est trompé. Et il faut le dire, c'est pas arrivé souvent cette saison. Il a le droit de se tromper lui aussi, hein. On va pas se mentir, mais je pense que sur ce match-là, il s'est trompé sur certains choix. Je pense notamment à Bouchoirie. Je pense aussi à Masson qui, malheureusement, depuis Guingamp, est catastrophique. J'irais même le match d'avant où il sort contre Caen, où il avait été exécrable. Et voilà, mais j'ai l'impression qu'il a des choix de plus en plus difficiles à faire. Et alors qu'il faisait des choix pour faire jouer le meilleur, maintenant il fait des choix pour faire jouer le moins pire. Et c'est là le problème. C'est là le problème de tout ça. Ouais, justement, j'allais venir à cette composition. Euh, on peut pas trop reprocher à Dalloglio depuis le début de la saison parce il a quand même toujours vu juste, hein, sur ses 11 concoctés. Mais c'est vrai que là, le choix de titulariser Bouchoirie, qui est celui qui paye sans doute le plus le changement d'entraîneur, ça peut questionner. Aussi, la non-titularisation de Batou Binsika, qui peut surprendre. J'ai des petites stats de Opta Karl à vous montrer, puis qui montrent qu'avec Gauthier Larsonneur, bah, Kabatu Betsika joue, c'est sans doute là où la défense prend le moins de buts, quoi. Donc ça peut questionner. Jesse, tu partages le constat de Sylvain, toi, tu penses qu'il y a des choix de Dalloglio qui n'étaient pas forcément adaptés à ce match? Ouais, je sais pas, hein. Après, il se passe des choses la semaine où lui, il juge que certains joueurs méritent ou doivent jouer plutôt que d'autres. Après, c'est vrai que moi, un Bouchouari, je préfère le voir rentrer que le voir débuter, surtout dans les matchs comme ça, avec un scénario comme on l'a vu. Je pense qu'il aurait fait plus de bien en rentrant sur les derniers quarts d'heure ou les dernières 20 minutes que peut-être en commençant. Mais après, voilà, en même temps, c'est toujours pareil. Si on met nos buts, est-ce qu'on dit pas bravo à- au coach en disant, bah ouais, on a commencé offensivement, plutôt avec des joueurs un peu plus offensifs et ça a fonctionné. Euh, voilà, mais et puis tu sais, dans mince, sur notre groupe, quand tu nous as donné le programme du Saint Night Club, tu nous dis des Verts fatigués, tétanisés ou juste inefficaces. Et je pense que c'est un peu des trois.
Je pense que, comme on disait, on sent quand même des joueurs assez fatigués, euh, qui, qui certains peuvent être un peu tétanisés à l'image de ce premier but. Et puis inefficace, malheureusement. Voilà, si on marque ces buts, voilà, ça aurait été différent. Donc bon, maintenant, reste à voir, comme on disait, quel 11 il va nous aligner pour vendredi. S'il y aura les mêmes joueurs ou pas, qui est fatigué, qui ne l'est pas. Je pense que, comme disait tout à l'heure Sylvain, il va sûrement nous aligner l'équipe. Il va faire peut-être différemment et aligner des joueurs plus au mental, ceux qui sont le plus frais mentalement, qui sont le plus frais, qui sont le plus aptes à redonner encore, à refaire des efforts et à redonner pour aller de l'avant et redonner une dynamique à cette équipe. Karl, je viens à toi au chat. Qu'est-ce qui se dit un peu au niveau des choix de Dalloglio et de ce qui peut manquer au vert? On en a parlé, la fatigue, le manque d'efficacité. C'est quoi qui ressort surtout dans le chat? Bah, évidemment, effectivement, il y a le cas, la gestion de Batou Bensika qui interroge. Il y a René qui nous dit si quelqu'un peut expliquer les absences récurrentes de Batou Bensika, ça me fait vraiment rager. Batou Bensika, je ne comprends pas pourquoi il joue. Anthony Briançon semble cuit physiquement et mentalement. Brian qui ajoute qu'il est d'accord avec Sylvain, qu'il n'a pas vu des joueurs avec la rage. Bon, il y a pas mal de commentaires qui s'en prennent à Etienne Green, effectivement. Faut ouvrir la page Green, les gars, c'est catastrophique. Etienne Green, catastrophique, il ne gère pas la pression. Il y a ceux évidemment qui pointent la fatigue physique de l'ensemble du groupe. Euh, je retiens aussi les loupés et le manque d'agressivité devant et au milieu. C'est facile de tomber uniquement sur Green, ça c'est Jeff qui nous dit ça. Euh, Sissoko et son coup franc moisi, on en parle. Quel match pourri de sa part. Ce match était un naufrage collectif. Le seul qui a un peu surnagé, c'est Michael Nadé. Bon, Michael Nadé, c'est vrai qu'on en parle assez souvent quand même ces dernières semaines, et je pense que c'est pas pour déplaire à Sylvain. Il y a Pompoche qui nous dit s'il y a battu et Tardieu titulaire vendredi, je pense qu'on peut aller jouer Metz en barrage. La charnière Nadé Batou était bien meilleure. Anto, même si je l'adore, n'a pas apporté autant de sérénité que les deux autres. Enfin voilà, ça pointe à l'individualité, mais évidemment qu'il y en a qui ressortent plus que d'autres. Vous avez parlé Après, je trouve que Ouais, pardon, vas-y, Sylvain. ce qui a, ce qui a été quand même vachement bien fait de la part notamment du coach de QRM, c'est que ils ont livré une première mi-temps qui était quand même très très moyenne QRM et il a eu une très bonne analyse, je trouve, en passant à deux pointes, en jouant notamment dans le dos de nos défenseurs et notamment celui de Briançon. Il a compris que là il y avait quelque chose à faire, d'autant plus que Masson défendait une fois sur deux. Donc dans le dos sur notre côté droit défensif, il y avait quelque chose à faire et c'est ce qu'ils ont fait en fait. Ils se sont servis de ils nous ont laissé le ballon, ils nous ont laissé faire pour mieux nous coincer. Et c'est là où je trouve que, euh, je Je sais pense pas, il ils ont dû faire ils ont dû faire une analyse vidéo comme tous les clubs font et c'était à mon avis leur plan de jeu pas en deuxième mi-temps quoi. c'est ça. Euh, Et je pense que, en, vas-y, Jessie, vas-y. Ouais. Non, non, voilà, on sait que je pense que il savait qu'en jouant derrière, il y avait peut-être des problèmes dans la gestion de profondeur, de vitesse, et que ça pouvait mettre l'équipe en difficulté, et c'est ce qui s'est passé. Ouais, sur le C'est deuxième, c'est ce qui se exactement passe, ça. hein. C'est exactement ça. Et puis même sur le premier finalement, parce que quand le mec il part au but, il frappe Oui. sur le poteau en dribblant Etienne Green qui sort à 12h40 alors que l'action elle est à 12h33. Du coup ouais, ça pose problème. Et au-delà de ça, pour en revenir à ce que disait Karl et notamment un commentaire sur Nadé, pour en revenir à l'aspect méchanceté, je trouve que c'est un peu le seul joueur qui a ce côté où tu vois dans l'intensité qu'il met dans ses duels, dans la volonté. Alors, il fait pas tout bien, hein, qu'on se le dise, hein. Je suis loin de dire que tout est parfait chez Michael Nadé, mais au moins dans l'état d'esprit, dans la personnalité qu'il met, tu te dis, lui, il a un comportement d'un mec qui a envie de monter. Voilà. Et chez certains, on s'interroge de ça. Non, c'est sûr, ouais, c'est sûr que je pense que tous les joueurs sont pas concernés au même degré, on va dire, au même niveau. Dernier petit point, du coup, on l'a dit dans le chat, j'aimerais qu'on l'aborde quand même, c'est le cas Etienne Green, hein. Bon, on va pas lui jeter la pierre tout le temps, mais c'est vrai que ça doit pas être simple pour lui d'être titularisé dans ces circonstances, hein. Dernier match de la saison,
qui plus est, qui peut être décisif, dans la course à la montée. Ça doit pas être simple surtout de remplacer un Larsonneur qui est vraiment un leader sur le terrain, qui fait l'unanimité, pardon. En plus, le jeune gardien stéphanois doit pas forcément être en confiance, avec son faible temps de jeu et surtout avec les quelques maladresses qu'il a eues, les fois où on lui a fait confiance, lorsque l'Arseneur était absent ou même avant. Mais c'est vrai que bon, quand on regarde les 2 buts encaissés, sont tout de même, évitables et notamment le premier, hein. Sylvain, tu l'as dit, avec sa sortie, pas du tout, enfin pas du tout maîtrisée, tu as utilisé l'exemple d'un épouvantail, on pourrait le dire, ça le fait bien. Jessie, je vais te donner la parole en premier parce que toi qui étais gardien, tu peut-être à avoir un autre regard et un regard de gardien et à se mettre à sa place plus facilement. Heu, Tu penses quoi? Tu penses qu'il aurait Vous commencez à me connaître. Je déteste incriminer les gardiens. bien sûr, bien sûr, ouais. Je sais comment. Voilà. Moi, je vais simplement, quitte à me faire, voilà, me faire passer pour quelqu'un qui dit pas la vérité ou qui protège l'indéfendable ou je ne sais quoi. Il faut pas oublier, comme tu l'as dit, c'est que Étienne, il joue le match le plus important de la saison, le dernier, derrière un gardien qui a été exceptionnel toute la saison. Alors après, je sais ce que c'est parce que j'ai souvent dû à remplacer un gardien qui était bon et qui faisait l'unanimité. Donc c'est vrai que déjà ça, rien que d'avoir l'enjeu du match, c'est déjà se montrer, montrer qu'on est capable de faire aussi bien que le numéro un. Ça met un peu de pression. Et en plus, avec le Nantes et du dernier match et du résultat, voilà, on sait que Étienne a, des petites difficultés à gérer ça. Mais on sait aussi que quand il arrive à gérer, il peut être exceptionnel, comme il a été, et ben, c'était contre Angers, je crois d'ailleurs, à Geoffroy, non? Le premier match qui remplace Gauthier, Oui, je crois c'est que c'était juste. Angers, hein. C'est ça, ouais, Oui, Ouais, oui, c'est juste. où j'avais plus le il fait un match superbe, voilà. Quand il arrive Il à fait se la libérer décision, hein. ouais, quand il arrive à se libérer de ça, c'est un gardien qui peut faire des miracles. Mais voilà, c'est vrai que la première sortie, bon, ben, il sort en retard, on voit qu'il hésite, il part de loin. Mais par bonheur, il n'y a pas but, quoi. Donc il peut encore se sauver. Et puis après, bon, le corner, il y a un peu de cafouillage, voilà. S'il n'avait pas fait la sortie d'avant, on se dit, bon, ben voilà, c'est un peu la faute à tout le monde, voilà. Mais là, vu qu'il est pointé du doigt parce qu'il fait la sortie avant et que ça part en corner, voilà. Mais il faut pas oublier que c'était un match avec énormément de pression. Donc voilà, j'entends déjà les gens dire, oui, mais c'est ça, c'est ceux qui sont capables. Ouais, ouais, je conçois. Mais moi, voilà, je préfère voir un peu les, un peu désamorcer le truc et parce que si on a besoin de lui ce week-end, on sera bien content d'avoir un gardien qui soit en confiance et qui nous fasse des arrêts plutôt qu'un gardien qui est entendu toute la semaine et reçoit des critiques sur les réseaux. Voilà, il faut pas oublier que c'est pas fini et qu'on peut encore avoir besoin de lui. Non, c'est sûr, tu as raison, tu l'as dit, les circonstances sont pas forcément à son avantage, ça doit pas être évident. Mm. Sylvain, de ton côté, t'en penses quoi, toi, du match d'Etienne Rine? C'est vrai, Jessie a dit, c'était pas évident pour lui, mais quand même quelques Ouais, non, erreurs. mais voilà, je vais pas réenchérir non plus. Voilà, de toute façon, il a pas besoin de nous pour savoir que son match n'est pas à la hauteur de ce qu'il voulait faire. C'est probablement le premier déçu de sa prestation, on va pas se mentir. Nous, on est dans notre canapé, on regarde le match, c'est sûr que c'est bien plus facile aussi. Jessie, il a raison de remettre un peu l'église au milieu du village par rapport à ça. Voilà, il n'empêche que supporter, la frustration de tout ça, tu te dis que t'espères mieux. Bien sûr que t'espères mieux. Après, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et maintenant, il faut se projeter sur la suite. Il faut pas oublier qu'il a commencé sa carrière en nous laissant en vie en Ligue 1, hein. Il commence sa carrière, son premier match, c'est un match à Nîmes. Je pense que plus Mm. compliqué, c'était impossible comme premier match de Ligue 1. Il avait été à la hauteur. Voilà, maintenant, cette année, il y a un constat qui est factuel, c'est qu'il a joué 6 matchs et on a perdu 5 fois. Voilà, ça c'est factuel, c'est des chiffres qui sont ceux qui sont. Et malheureusement, il y a une corrélation à ça, qu'on le veuille ou non. Maintenant, à lui de faire le match de sa vie ce week-end, si c'est lui qui est aligné, même si je pense que Dalloglio va y réfléchir, à l'aligner à nouveau. Voilà. Après, il y a la projection sur les barrages, si tu viens à passer, qui arrivent vite. Donc, ça va être encore un choix cornélien, mais n'empêche que
Au-delà de ses interventions et de son champ d'action à lui, il y a tout ce qui dégage autour de lui et c'est pas anodin. Tu le vois dans les comportements des autres que c'est pas anodin tout ce qui dégage. Voilà. Quand Étienne Green il rate sa sortie et que ça fait poteau, regardez le visage des autres garçons, vous comprenez. Tu vois Briançon qui dégage en corner, il va pas le taper dans le dos pour lui dire t'inquiète, c'est pas grave, la prochaine tu la sors. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire aussi. Faut lire les langages corporels et ça veut dire ce que ça veut dire. Avant de passer au prochain match, au petit tour du championnat, on aimerait quand même que rapidement qu'on fasse les tops et les flops, hein, c'est un peu la tradition de fin de débrief. Bon, on a déjà un peu évoqué les prestations individuelles de certains joueurs, mais c'est quand même le moment d'évoquer un peu l'entièreté de l'équipe. J'imagine qu'il y aura plus de flops que de tops, mais quand même c'est important de faire un petit tour. Sylvain, je vais te laisser la main. Est-ce que toi, tu as des joueurs que tu aimerais évoquer pour toi qui sont ressortis positivement ou négativement de cette défaite contre URM? J'ai bien aimé le match de Mouefek, même si j'étais déçu de le voir dans un rôle de sentinelle devant la défense. J'aurais peut-être espéré le voir un peu plus haut pour justement créer des brèches offensives. Là, il s'est cantonné à un rôle défensif qui d'ailleurs il a bien fait, j'ai trouvé. Voilà, et autre chose que j'ai trouvé fantastique, mais ça c'est un secret pour personne, c'est ce stade totalement vert. Mm. C'était formidable, c'était exceptionnel une nouvelle fois. Franchement, des fois je me dis, mais la chance qu'ils ont de vivre ça, eux, tous les week-ends, c'est de la folie. Franchement, c'est de la folie furieuse. C'est incroyable. Et pour finir, voilà, ça c'est, je l'ai déjà dit avant, mais en termes de personnalité, en termes de volonté, j'ai aimé le match de Nadé, parce que malgré tout, si tu dois en sortir un, je pense que c'est lui dans l'état d'esprit, dans l'intensité. Et, euh, et voilà, voilà. Je dirais moins fait que Nadé et le public en top. Ah, c'est clair que bah, je l'ai pas évoqué, mais c'est habituel, on pourrait le dire ça à chaque match. Cette saison, le public est irréprochable. Là, à Quevilly-Rouen, c'est à, je sais pas, 600 bornes de synthé, un truc comme ça. Le stade, tu l'as dit, était entièrement vert. Donc c'est quand même assez phénoménal. Jessie, de ton côté, Et est-ce que tu as... ils ont même réussi à faire péter des fumis, Hmm, mais sur le parking, pour pas être pénalisé. Ça, je trouve ça vraiment trop malin. c'est vrai, c'est pas mal, ouais, ouais. C'est vrai, c'est bien Oh, de le remarquer. Et de ton côté, Jessie, je te laisse la parole, hein. Est-ce que tu as des joueurs, toi, qui oh. sont ressortis, top flop? Oui, moi, comme je disais, moi j'ai adoré Nadé dans l'intensité, l'agressivité, l'envie de pas prendre de but et l'envie de faire comprendre à l'adversaire que il fallait leur marcher dessus pour gagner. Dans le même esprit, moi j'ai beaucoup aimé Dylan Chambaud. Si tout le monde courait autant pour défendre, et ça aurait pu être un match incroyable de sa part si on avait mis au fond. Il a fait des passes, je sais pas si vous vous rappelez, mais il a trouvé des passes, des 1-2, des passes en profondeur, des 1-2-3 qui étaient incroyables. Franchement, il a une vision du jeu qui est folle, Dylan. Et à chaque perte de balle, il court, il tacle. Voilà, il est peut-être pas aussi rageur que peut être d'autres joueurs, enfin, qu'on aimerait qu'il soit dans l'attitude à la gestuelle, à remonter tout le monde. Mais par contre, dans l'attitude de la récupération du ballon et vouloir défendre, franchement, il y a beaucoup de joueurs qui devraient s'en inspirer parce que vraiment, il mouille le maillot, il donne tout. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Karl, T'as raison, Jessie, ouais. t'as raison de le mentionner parce que la majeure partie des occasions qu'on se crée, elles viennent de lui. Ah ouais, Sur il sait. l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière passe, c'est souvent lui qui est à la clé. T'as raison de le dire. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment un joueur qui renaît hein, sur cette deuxième partie de saison. Il est vraiment décisif et important dans l'équipe de l'équipe. Karl, avant de passer du coup au petit tour de Ligue 2 au prochain match, au chat, ça fait un petit moment que je t'ai pas donné la parole quand même. Au niveau, tu peux peut-être parler, on a parlé de la composition, mais concernant du coup les tops et les flops, qu'est-ce qui ressort comme nom dans le chat? Euh, alors, écoute, là, alors les flops. Il y a Céline qui nous dit flop, Masson aime beaucoup. Et en top, Nadé et évidemment le public. Il y a René qui ne dit pas de top, par contre, pour les flops, pour toute l'équipe. Top Nadé et le public, flop Sissoko et Cardona. Top Mouefek Nadé, flop Green, Masson, Petro, etc. etc. En top, les occasions. Et en flop, la barre transversale de Cafaro. En flop, Olivier Dalloglio, ça c'est Tommy qui nous dit ça. Top, top aucun, flop les supporters. Non, top. Oh là, il y a un problème. Ouais, je sais pas, je pense qu'il y a une petite erreur. Ah oui, L'inverse, top, voilà, il se rattrape. Top le public, flop Green, Masson aime beaucoup. Enfin voilà, c'est grosso modo les mêmes noms qui reviennent que ceux évoqués par Jesse et Sylvain.
Merci Karl, merci le chat pour le retour. Et du coup, on va passer maintenant à la prochaine étape de l'émission. Comme c'est à la fin du championnat, on va mélanger le tour des stades avec le prochain match, puisque ouais, la saison régulière est terminée. Et les résultats de cette journée nous importent pas forcément tous. Il faut surtout se projeter sur les barrages et se pencher sur nos adversaires potentiels, à savoir le Paris FC et Rodez. C'est parti, c'est parti. Active Synthé Night Club. Le prochain match. Alors, plutôt Paris FC ou Rodez? Bon, on aura la réponse très vite, hein, puisque la rencontre entre les deux équipes est demain soir. Et c'est le gagnant qui affrontera les Verts ce vendredi pour une place afin d'affronter le FC Metz sur une confrontation aller-retour, hein, pour une place en Ligue 1. Messieurs, je ne sais pas si vous avez une préférence, mais avant de vous poser la question, il faut savoir que ces deux équipes sont vraiment les bêtes noires de la SSE à domicile. Car oui, du coup, le barrage se jouera à Geoffroy Guichard. Et c'est simple, hein, vous l'avez à l'image, les Verts n'ont jamais gagné contre ces deux équipes à domicile. Fait notable tout de même, deux des meilleurs joueurs du Paris FC sont blessés, à savoir Kebal et Mandouki, donc ça peut quand même impacter la forme de l'équipe de la capitale, qui a d'ailleurs fait ce week-end 1-1 contre Bastia. Et ce nul leur a coûté la quatrième place et le match à domicile, puisque Rodez a gagné 2-0 face à Ajaccio. Donc ils sont passés devant Paris. Jessie, j'ai commencé par toi. Est-ce que de ton côté, il y a une équipe, une des deux qui te fait plus peur que l'autre, ou c'est vraiment kiff-kiff et les deux vont être compliqués? Bah, c'est ce qu'on disait, on en parlait tout à l'heure avant de prendre l'antenne. Les deux, en fait, vont venir sur une dynamique que nous, on n'a pas. Malheureusement, c'est bien d'être troisième, mais on est troisième et en restant sur une défaite et sur 3 matchs un peu moyens où on aurait pu avoir la validation de monter en Ligue 1. Et que là, forcément, on va recevoir une équipe qui vient de gagner. Donc la dynamique ça va s'inverser malgré qu'on pensait que c'était mieux d'être troisième parce qu'on recevait. Au niveau de la dynamique, forcément, qu'on prenne Rodez ou Paris, ce sera l'équipe qui vient de gagner sur leur confrontation. Donc c'est une équipe que sur la dynamique, et comme tu disais en plus qu'on n'a jamais gagné à domicile, donc psychologiquement, voilà, il y aura peut-être un avantage. Heureusement qu'on sera à Geoffroy et que le stade sera encore archi plein et que voilà. Et on espère que les joueurs seront remontés à bloc parce que ça sera un match très dur, que ce soit et contre Rodez ou contre Paris. Sylvain, de ton côté, toi, est-ce que tu as une préférence entre les deux équipes ou pas forcément, comme Jessie, et tu redoutes, c'est important, c'est intéressant ce que tu as dit Jessie, ça sera une équipe forcément qui restera sur une victoire, donc forcément plus en confiance que nos Verts, quoi. Non, puis c'est sûr, Jessie il a raison sur une chose, c'est que eux, être allés chercher la quatrième, cinquième place, pour eux, c'est, c'est conforme à ce qu'ils voulaient faire. C'est même peut-être au-delà de ce qu'ils voulaient faire. En revanche, nous, finir troisième, ben, quand tu regardes la fin de saison, en fait, c'est pas ce qu'on espérait. Certes, c'est bien, mais c'est pas ce qu'on espérait. Donc, il y a une forme de, il y a une, comment dire, une frustration à évacuer. Et voilà. Après, il y a un paramètre qu'il faut pas négliger non plus, c'est qu'ils auront fait 3 matchs, ils seront dans le troisième match en une semaine, pendant que nous, mardi, on va rester au chaud et on va les regarder et se reposer. L'état physique peut compter dans cette fin de saison. Et j'espère qu'elle comptera aussi parce que on cesse de dire que nos joueurs sont fatigués, qu'ils sont cramés, que ci, que là. C'est vrai, c'est totalement vrai. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls à être cramés. Et eux, ils auront 90 minutes d'un match, je pense, très intense sur l'aspect mental à jouer. Pour certains, c'est probablement la première fois qu'ils vont jouer ce genre de match à enjeu XXL. Donc voilà, il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte. Donc l'un dans l'autre, voilà. Mais après, il faut être pragmatique. Aujourd'hui, si en recevant à Geoffroy Guichard, le Rodez ou bien le Paris FC, t'es pas en mesure de te qualifier pour les barrages, c'est simple, c'est que t'as pas ta place en Ligue 1 et c'est binaire, enfin voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de se raconter des histoires, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et tu as ouvert la porte sur une notion importante, c'est l'état de forme, hein. C'est vrai, oui, les Verts joueront un match de moins, mais on l'a vu, les derniers matchs de la SSE sur ce point-là sont assez délicats. Pas de victoire sur les 3 derniers matchs, ce qui nous coûte la montée directe, on l'a dit. On sent une équipe fatiguée, qui a moins d'intensité, et on se demande vraiment si ce groupe va réussir à trouver les ressources pour se relancer, hein. Bon, ils n'auront pas vraiment le choix s'ils veulent espérer la montée en Ligue 1.
À partir de maintenant, c'est gagner ou rien. Sylvain, je vais te laisser la main. Est-ce que tu es optimiste concernant ça? Tu penses que les Verts auront suffisamment de volonté pour se remobiliser en fait et réussir à renouer avec le football, hein, tout simplement? Après, c'est des joueurs professionnels, j'espère. Tu vois, j'espère en fait, tout simplement parce qu'à un moment donné, j'imagine que malgré tout, ils désirent eux aussi faire de ce club un club qui sera en Ligue 1 l'année prochaine. Même si en termes d'intensité, de volonté, de pugnacité, de persévérance, peut-être qu'il y a des degrés différents en fonction des joueurs, mais il n'empêche que j'ose espérer qu'ils veulent tous amener ce club en Ligue 1. Et, euh, et je redoute beaucoup ce match de vendredi. Mais je pense que si on passe, ça peut faire le déclic dans l'autre Ça peut sens. Dans le inverser la sens où, dynamique. Ouais. Vraiment. exactement. Et se dire, ça y est, regarde, maintenant, c'est Metz en aller-retour. Et Metz, ils sortent d'une saison où ils ont gagné 8 matchs sur 34. Hein. Faut se la farcir la saison quand tu as gagné 8 fois sur 34. Hein. Ça veut dire Mm, que mm, t'en as aussi plein la musette. Hein. On s'en rappelle quand on a joué au cercle, comment on était, nous aussi. Hein. T'es exactement. fatigué, t'es lavé aussi. Hein. Donc, je pense que ce match de vendredi sera encore plus difficile que la double confrontation. Alors, si ça se trouve, on va passer vendredi et puis on perdra en barrage. Mais j'avoue que je redoute davantage le match de vendredi que les barrages. Si barrage il y a. Jesse, t'es d'accord avec ce que dit Sylvain, toi? Optimiste, pessimiste, tu le sens comment ce match de vendredi? Non, on peut pas. C'est ce qu'on disait. De toute façon, il faut envoyer plein de positifs et être optimiste parce que, comme tu disais, c'est des joueurs professionnels et forcément qui rêvent de monter et de continuer l'aventure et d'aller au barrage face à Metz. Donc, voilà, on va pas avoir affaire non plus. Il faut pas croire qu'on va avoir affaire à des joueurs qui ont déjà baissé les bras. C'est impossible. Voilà, les joueurs vont entrer sur le terrain avec le couteau entre les dents. Après, il y aura de la pression. Il y en a peut-être qui seront un peu tétanisés, mais il y aura, voilà, il y aura quand même des circonstances qui seront avec nous, comme Geoffroy Guichard, comme le fait que tu disais où l'équipe adverse aura joué un match de plus 2 jours avant, 3 jours avant. Voilà, il faut pas non plus. Moi, je préfère voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Il y a quand même aussi des choses qui seront en notre faveur. Et voilà, il faut pas l'oublier. Ça reste des professionnels, des joueurs qui ont envie et qui, voilà, ils ont tous, comment, ils ont tous intérêt à vouloir monter. Je veux dire que ce soit pour leur carrière, pour leur contrat, pour leur famille, pour eux. Donc voilà, moi, je doute pas du fait que en plus d'avoir un staff qui va les motiver et qui va trouver les mots, d'avoir des joueurs qui soient quand même assez intelligents pour continuer à savoir la chance qu'ils ont de jouer dans ce club et de jouer la montée. Voilà, c'est pas possible autrement. Donc moi, je suis plutôt confiant. Et puis voilà, j'ai quand même hâte d'être à vendredi. J'ai hâte demain aussi de savoir qui c'est qui va sortir gagnant de ce premier match pour savoir notre adversaire pour vendredi. On verra bien. Et puis Oh, pardon, au-delà vas-y. de, et puis, et puis au-delà de tout ça, on joue Paris FC et Rodez, c'est deux équipes on a fini devant eux. Et enfin, je veux dire, c'est pas Paris et Monaco qu'on affronte non plus. Mm. Faut pas les gonfler plus qu'ils ne le sont non plus. Hein. C'est deux équipes, on a fini devant eux. Certes, on les a jamais battus, mais aujourd'hui, on est quand même on est en mesure de battre ces équipes-là. Alors, on le fera, je sais pas, mais je pense qu'on est en mesure de le faire. Il faut aussi se convaincre de ça. Aujourd'hui, enfin, t'as l'équipe pour battre le Paris FC ou Rodez quand même. Enfin, je sais pas, moi j'arrive à me convaincre de ça quand même, mais je Non, pense c'est pas être sûr. fou en disant ça. Non, c'est dur. Et puis si tu le fais pas, t'as pas forcément ta place dans l'élite, hein. Tout à Karl, fait. je viens à toi quand même, le temps passe. Au chat, tout d'abord, est-ce qu'il y a une préférence entre Paris FC et Rodez? Et deuxième question, est-ce que le chat est optimiste, hein, tout simplement? Est-ce qu'il croit en les chances stéphanoises? Écoute, il y a René qui prédit que ça sera Rodez parce qu'ils sont sur une super dynamique, ils jouent libérés au contraire de nous. Et puis il faut dire qu'ils s'attendaient à tout sauf être à cette place-là, je pense, au début de saison. Donc effectivement, évidemment, ils vont jouer leur va-tout. Euh, sur Twitch, pardon, le prochain match ce sera une bête noire de toute façon, c'est ce que montrait le visuel qu'on vous avait préparé, ça c'est Pascal. Il y a Soji qui nous dit, moi je préfère le Paris FC. Euh,
si on n'arrive pas à gagner des équipes comme ça sert à rien de monter. Ça, c'est le Poulas qui nous dit ça avec un peu de pragmatisme. Ils auront quand même joué un match de plus 3 jours avant. Si on n'est pas capable de les bousculer en n'ayant pas joué de la semaine, on mérite vraiment rien. Ça, c'est Juju qui nous dit ça. Il y a Patrice qui nous dit: «J'habite Rodez et je suis le Rodez Football Aveyron. C'est une équipe en pleine bourre. Ils n'ont absolument rien à perdre. Ils seront très très dangereux s'ils gagnent. Sérieux, il faut mieux Paris qui a plus de pression. Moi, je signe pour un match avec le PSC sans Kebal ni Mandouki. Mukandi plutôt. Arrêtez d'être négatif. On va passer ce playoff, ça c'est des boulas avec un peu d'optimisme. Pas du tout, ça va encore être 90 minutes à serrer les fesses. Dès qu'on marque, après c'est catastrophique, alors jouons tranquillement et cherchons le 1-0 à la 90e. Ça c'est Paul Marini qui nous dit ça. Enfin voilà, donc bon, il y a des pour Rodez, il y a des pour Paris FC, voilà. C'est partagé donc. Et dernier petit point pour ce prochain match, concernant la composition, du coup, on l'a dit, et c'est vrai qu'Olivier Dalloglio s'est quelque peu trompé hein, sur ce point face à Queville-Rouen. Il y aura probablement quelques changements dans le 11 hein, qui affrontera Paris ou Rodez ce vendredi. On est quand même encore un peu dans le flou sur certains cas, notamment concernant l'Arseneur. Selon les infos qu'on a à Peuple Vert, il pourrait être de retour pour le match de vendredi. En revanche, pour mon conduit, la fin de saison est redoutée. Il y a grosse incertitude aussi concernant Cardona, hein, qui est sorti en boitant vendredi, après avoir apparemment reçu un coup au mollet. Ça fait beaucoup de points d'interrogation, mais il y a déjà des choix qui s'imposent, hein, notamment en défense centrale avec le trio Nadé, Briançon, Batou. Et au milieu de terrain, Bouchouari qui a pas forcément été rassurant contre Quevilly, est-ce il va remettre ça Dalloglio? On ne sait pas. Jesse, ton côté, est-ce que toi tu changerais quelque chose dans la composition qu'il y avait face à Quevilly-Rouen pour ce match de vendredi? Euh, oui, oui, moi je mettrais plutôt mon conduit s'il est là ou Tardieu d'entrée Il plutôt sera absent, que mon conduit Bouchouari. HS. Ouais, ouais, je pense. Ouais, oui, oui, on en a parlé. Donc moi je préférais un Tardieu qui commence et de voir rentrer un Bouchouari comme on disait tout à l'heure. Hmm. Après, dans les cages, euh, si, si Gauthier Larsonneur est apte, je vois pas pourquoi il ne le mettrait pas. Hmm. Il y a les vacances derrière. Il a joué un peu blessé. C'est-à-dire que bon, il aurait pu récupérer quand même derrière, mais ça s'aggravait. Donc, moi, je pense que s'il est apte, il doit jouer de toute façon, parce que, euh, comme tu disais tout à l'heure, c'est quand même quelqu'un qui a fait une saison incroyable et qui génère de la confiance au sein de l'équipe sur le terrain. Donc voilà, ça sera c'est ma plus grosse interrogation, mais en même temps, c'est ma plus grosse attente que j'aurai vendredi pour voir. Après, je sais pas les entraînements, s'ils s'entraînent ou pas. Je sais pas trop. J'ai pas eu trop d'informations là-dessus. Donc, on verra. Ce sera la surprise. Et là, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes à ce poste-là. Non, c'est sûr, et ouais, il y a des surprises, on aura sans doute, parce que comme j'ai dit, il y a pas mal d'interrogations encore. Donc on aura sans doute des Mm. précisions d'ici les prochains jours. Sylvain, de ton côté, t'as quelques idées concernant le prochain 11, soit tu changerais quelque chose? Ah, déjà, le couloir droit contre QRM, ça a été vachement compliqué, que ce soit Masson ou Mboukou. Et en même temps, il se murmure de plus en plus que Cardona pourrait être absent vendredi. Donc, on va pas pouvoir faire sans Mboukou, puisque numériquement, Cafaro va en fait remplacer Cardona. Et puis, on n'a pas 50 options qui s'offrent à nous derrière. Voilà. Après, Mouefek dans un rôle de sentinelle, je trouve que c'est un gâchis. Je trouve que c'est pas l'exploiter intégralement. C'est pas utiliser tout son potentiel. Enfin, on voit sur les derniers matchs, que ce soit à Guingamp ou à Caen, c'est lui qui est capable de marquer et d'avoir le supplément d'âme pour faire un peu changer la décision. Donc, j'ai trouvé vraiment dommage qu'il joue devant la défense. C'est un garçon qui peut marquer des buts, c'est d'ailleurs notre milieu de terrain qui marque le plus. Il a d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, marqué autant que Mathieu Cafaro, donc c'est dire l'impact qu'il peut avoir. Et, euh, voilà, après, dans un rôle de sentinelle, c'est compliqué parce que Tardieu, il est cramé, ça se voit, il est cuit, chaque pas c'est une souffrance.
Et Bouchouari, tu vois qu'il a plus tellement la tête à cette fin de saison. Tu as l'impression qu'il est à l'envers complexe et que ses choix sont pas bons. Et sur l'aspect défensif, il travaille pas assez, il récupère pas assez de ballons. Donc voilà. Est-ce que Dalloglio est capable de tenter le coup Fomba qu'on voit plus du tout? Moi, je trouve que les 6 mois de la saison dernière, quand Fomba il jouait en sentinelle devant la défense, c'était bien. C'était quelque chose qui fonctionnait, c'était quelque chose qui le valorisait parce qu'il était davantage utilisé sur ses qualités défensives et sur son volume et sur son impact en fait. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est un coup qu'on pourrait tenter? En même temps, Ouais, ça fait je ne sais pas est-ce que, combien de matchs qu'il est-ce joue. que, ouais, voilà, est-ce que c'est pas, ça peut ne pas être un vrai, enfin, c'est pas un cadeau quoi non plus pour Mm. lui de jouer un match comme ça. S'il se loupe, ça peut le mettre dedans aussi pour pas mal de temps, même si après les vacances, voilà, hein, je sais pas ce qui peut se passer la saison prochaine, si des joueurs comme ça qui n'ont pas joué prennent le bouillon, ça peut vite être la cible et pour le coach et pour lui. Donc, est-ce que c'est pas vraiment risqué de sortir un peu du chapeau Fomba? Je sais pas. Ouais, Je sais pas, je sais pas. il y a Le plusieurs. problème, c'est que voilà, là, la réflexion, elle est de plus en plus qu'est-ce qui va être le moins pire? Alors Mm. que depuis que Dalloglio est arrivé, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour que ce soit le mieux? Et c'était des vraies questions entre un mec en forme et un mec très en forme. Et là, aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on va faire jouer Apia qui revient de blessure, qui a pas de rythme, qui quand il a joué contre Rodez, il a pris tempête toute la première mi-temps? Ou est-ce qu'on va faire jouer Masson qui, sur le premier ballon, il y a une main, il s'arrête, il lève le bras et il attend que l'arbitre y siffle alors qu'il comptait pas siffler? Tu Ouais. vois? Donc, on a quand même vachement changé en termes de choix et en termes de dynamique, quoi. Non, c'est clair, c'est ce que j'allais dire avec la perte de ces potentiellement trois joueurs titulaires et importants dans l'équipe, hein, il y a quand même des choix à faire. Il y a quand même des possibilités pour Dalloglio, mais c'est des joueurs qui jouent plus depuis 6 mois, quoi. Donc c'est quand même bien différent. L'heure tourne. Je fais un petit aller-retour au chat, Karl, quand même pour avoir l'avis du chat concernant la composition. Est-ce qu'il y a des envies des auditeurs concernant le prochain 11 de Dalloglio? Écoute, il y a Patrice qui nous dit qu'il faut faire jouer Batoubin Sika et Tardieu. Barça qui nous dit moi je joue un milieu Tardieu, Moefek, Chambaud. Un Larsonneur blessé, non merci. Ça c'est Tommy. Leïla qui réitère son souhait de voir une charnière Batoubin Sika Nadé. Entrée de Tardieu et Larsonneur vendredi. Espérons aussi une défense Batoubin Sika Nadé. Ça c'est Pascal. Apia titulaire aussi. Euh, Petro à gauche et un pied à droite, ça fait par ça RDZ. Patrice Fomba sur un match coup près, ce n'est pas possible. Voilà. Merci Karl. Avant de finir enfin de passer d'abord au challenge habituel, j'aimerais quand même qu'on aborde l'actualité du club qui est vachement tournée autour de la vente en ce moment. Ça se précise petit à petit, on en parle depuis plus d'une semaine avec Ivan Gazidis, le président du groupe canadien Kilmer Sports Ventures, qui est en négociation exclusive avec les actionnaires de la SSE hein, pour la vente du club. Messieurs, question simple, hein, on fait ça depuis une émission ou deux. J'aimerais simplement avoir votre avis sur le sujet. Sylvain, pour toi, est-ce que cette vente, c'est un bon projet? Ça tombe au bon moment avec un bon candidat? T'en penses quoi? Écoute, c'est un bon projet, je te le dirai dans 2 3 ans quand on aura plus de recul. Aujourd'hui, de toute façon, comme chaque grand politique, on nous vend du rêve et puis après, il y a la réalité qui arrive. Sur le papier, les gens qui arrivent ont l'air compétents. En tout cas, les CV sont assez impressionnants, on va pas se mentir, hein. Des mecs qui ont travaillé à Arsenal, qui ont travaillé au Milan AC, un mec qui est à la tête de ça, qui a une fortune estimée à 2,5 milliards. Voilà, sur le papier, tu veux dire quoi? Bien sûr qu'on espérait ça, c'est pas un fonds d'investissement, c'est des fonds propres, c'est pas des mecs qui vont venir que pour faire de l'argent, même s'il faut pas être dupe, hein, ils vont venir pour aussi faire de l'argent. Voilà, maintenant, est-ce que ça arrive au bon timing? Ça arrive au bon timing parce que les actionnaires actuels n'ont plus le choix, tout simplement. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire sur l'aspect financier. Aujourd'hui, il faut remettre un peu au pot, ils en sont pas capables ou ils en ont pas la volonté, un peu des deux sûrement. Et voilà, maintenant, ce projet, on le jugera déjà s'il arrive à prendre la S Saint-Étienne, et puis ensuite on le jugera sur la première, deuxième, troisième année, et de voir ce qu'ils en font.
Euh, Aujourd'hui, il y a plein de choses qui se disent. La réalité du 15 mai, je suis pas sûr que ça soit la même réalité que début août quand ils auront pris les manettes, s'ils prennent les manettes des choses, en termes de personnel, en termes d'effectifs, en termes de moyens, en termes de... Voilà. Ils vont aussi, eux, arriver sur place, faire un état des lieux, constater, voilà, avec leur expertise, leurs compétences et apporter leur pierre à l'édifice. Donc, on verra dans quel sens ils partent et surtout, on espère qu'ils travaillent dans l'intérêt de la S Saint-Étienne, tout simplement. On espère, on espère. C'est vrai que c'est pas évident de se projeter, hein. On verra comment ça se passe. Jesse, ton côté, est-ce que tu as un avis sur cette vente, toi, qui se précise? Oui, oui, ben ça fait quelques temps que ça dure maintenant, donc il y a eu tellement de rebondissements dans cette vente, même si on a l'impression qu'on est dans un moment où on n'a jamais été aussi proche de voir le club vendu. Il y a quand même eu énormément de rebondissements. Voilà, après moi, là samedi matin, j'étais à l'Etra voir mon fils qui jouait et il y a un monsieur qui m'a abordé en un supporter, bien sûr, on en a discuté et on a discuté de la vente, on a discuté du monsieur qui me disait qu'il connaissait à travers enfin, le groupe qui allait reprendre, qui avait déjà des franchises en NBA, des choses comme ça, et que c'était des gens plutôt très carrés, qui ont eu des titres avec les clubs qu'ils ont dans d'autres sports, dans d'autres milieux, et que c'était des gens qui faisaient du bon travail. Donc, j'ose espérer qu'ils feront de Saint-Étienne un grand club. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère, nous, c'est que le club soit entre de bonnes mains. Moi, j'espère plus que le club soit entre de bonnes mains plutôt que de dire il faut qu'il soit vendu parce que en ce moment, non, voilà, que les gens qui sont actuellement ont tout fait pour le club, qu'il y a eu du bien, du moins bien. Le but, c'est pas de vendre à n'importe qui. Voilà. On voit comment ça se passe dans d'autres clubs. Bordeaux, ils ont 50 millions d'endettement. Les petits du centre à Bordeaux, ils ont un papier de rouleau de toilette par semaine. Ils peuvent plus rien payer. Les gens de l'entretien sont plus payés. On n'a pas envie de voir ça à la Saint-Etienne. On a envie de voir la Saint-Etienne qui est bien financièrement, qui est bien gérée, qui garde les valeurs qui sont les siennes à travers son public, à travers son passé. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'espère, qui que ce soit un mec qui est 2,5 milliards d'euros ou qui est je ne sais combien de fortune. Tout ce qu'on espère, c'est que le club soit bien géré et qu'il aille plus vers le haut plutôt que de voir des clubs qui sont au bord de la faillite pour ingérence ou pour des gens qui pensaient faire des choses et qui sont irréalisables dans ces clubs parce que justement, il y a un héritage qui est là et qu'il faut pas oublier, qu'il faut pas marcher dessus, qu'il faut pas jeter à la poubelle. La Saint-Étienne, ça reste un club qui a un passé qui est incroyable et personne, aucun supporter ne veut voir la SSE dans la situation d'un Bordeaux ou autre. Donc, j'espère que si ça se fait, ce sera des gens qui vont pérenniser le club comme personne ne l'a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire les mettre au plus haut niveau et régulièrement chaque année. Et ça, on verra. Dans deux, trois ans, comme disait Sylvain. Ouais, c'est ça, on verra, on verra. En tout cas, merci Jesse, parce que je pense que tu as à peu près résumé la pensée de tout le monde. Il faut vraiment que le club tombe dans de bonnes mains, parce que bah, la SSE, c'est pas n'importe quel club, hein, c'est un club mythique. On le dit, on le répète, mais c'est vrai, c'est important. Donc c'est important aussi que les repreneurs soient dans cette optique, hein, et qu'ils ne salissent pas l'histoire du club. Merci en tout cas, messieurs, pour cette émission, mais comme j'ai dit avant de la clôturer, c'est pas tout à fait fini, il y a toujours le petit challenge. Donc c'est parti avec le Saint-Étienne Night Club Challenge. Active Saint-Étienne Night Club. Le challenge Saint-Étienne Night Club. Hop, alors, je vous le rappelle, chers supporters, chers auditeurs, à chaque fin d'émission, on fait un petit quiz de 4 questions à nos chroniqueurs qui représentent chacun une association. Vous l'avez à l'écran. À la fin de la saison, le chroniqueur qui aura le meilleur ratio de points remportera l'ensemble de nos revenus pour l'asso qui l'aura choisi bien sûr. Et mine de rien, il reste peu de matchs, hein, sans doute peu d'émissions aussi. Et Hmm. pour l'instant, c'est Pierre, hein, qui mène au classement, suivi de Sylvain, justement. Sylvain, est-ce que tu peux nous rappeler pour qui tu joues? Pour l'association Al-Wahab qui est représentée par Aymen Mouefek. Merci. Et Jesse, pour lui, c'est un peu plus bas au classement, à la 8e place, mais c'est aussi parce qu'il nous a rejoint en cours de route. Jesse, tu peux nous rappeler pour qui tu joues de ton côté? Moi, je joue pour Candy Colonne d'Espoir.
Merci Jessie. Parfait, parfait. On commence tranquillement, du coup, comme d'habitude, j'ai l'habitude de faire ça avec un petit qui suis-je, un joueur à deviner. Dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous dites votre prénom, je m'arrête et je vous donne la parole. Attention, ça peut aller vite. C'est parti. Je suis né en 1989 à Bourg-en-Bresse. Je rejoins le centre de formation stéphanois en 2004 et je joue en équipe de France jeune assez rapidement. Le coach Alain Perrin m'appelle pour la première fois en équipe première en 2008. Sylvain, Vas-y Sylvain, Loïs Neri? raté en Ok. 2008 face à l'OGC Nice. Je suis latéral droit et je suis de mon premier contrat pro dans la foulée en janvier 2009. Je reste dans le Forêt jusqu'en 2012 et après une année en Belgique, du côté de Mouscron, je rejoins ensuite la Corse. Je signe au Gazélec Ajaccio, où je suis un artisan de la montée historique en Ligue 1. Ensuite, je rejoins le SCO Angers, où j'y termine ma carrière tranquillement en 2019 à l'âge de 30 ans. Jesse, Ah, Ouais, Jessie? euh, Johan, Ah, tu l'as, tu putain, l'as. j'ai oublié ça. Eh oui, euh, ah putain, c'est Johan, Tu l'as sur le bout de la langue. Allez, c'est un bon moi, collègue, là. Ouais, ouais, les coachs à je Angers sais. maintenant. Les jeunes. Ouais, je crois au centre, ouais. tu l'as pas, je te donne la. Sylvain, tu l'as? Non, non, je le bouffe. Andreux. Andreux, Ah, ouais. Johan Andreu. Johan Ouais, Andreux. Andreu. Bon, Sylvain, est-ce que tu es C'est qui d'accord pour pour revenir? laisser le point à Jessie ou pas? Parce que. Non, je lui Ouais, de toute donne. façon. Il joue la victoire au classement. Je peux lui donner, hein. Ouais, mais Jessie, tu sais comment ça se passe dans ce truc, tout est bidon, on dirait l'Olympique Lyonnais. Vous vous arrangerez entre vous, il n'y a plus de règles. On verra, on verra. J'enchaîne avec la deuxième question, direct, avec un au plus proche cette fois-ci. Mais c'est du coup, on l'a dit, le championnat enfin, est terminé, place au play-off. Et je sais pas si vous avez vu, enfin c'est assez logique, mais Geoffroy Guichard a terminé à la première place concernant la moyenne d'affluence à domicile. Est-ce que vous pourriez me donner le nombre exact de supporters en moyenne lorsque la SSE joue à domicile, du coup à Geoffroy Guichard, au plus proche, donc vous dites un chiffre et celui qui sera au plus proche. Cette année? Ouais, cette année, sur la saison, ouais, ouais. Mais on d'accord. Qui c'est qui commence? Tu Vas-y, commences? Jessie, t'as gagné quoi? Ouais. Honneur au gagnant, allez. Eh ben moi, je vais dire, elle a dû augmenter parce que c'est le premier match, mais je vais dire, allez, 27 500. 27 500 de moyenne. Sylvain, plus ou moins? Moi. Moins. Est-ce que tu as un chiffre à donner? Il a dit combien? 27 500? Ouais. 27 499. 27 99, C'est vous pas avez. beau. Ah, C'est c'est pas beau. c'est pas Ah, beau, mais mais je suis vilain comme mec. Sylvain, il veut les points à tout prix. Et du coup, c'est Sylvain qui l'emporte, hein. Vous avez été vu un peu haut, les gars, parce que la moyenne, c'est 24 Mais 608. on en avait parlé déjà il y a un mois ou deux de ça. Ah, c'est Oui, possible, ouais, mais exact. là, du coup, c'est sorti. Et ouais, la SSE est première, Ouais, devant le Matmut, d'accord. il me semble. Donc voilà, 24 608 de moyenne sur l'année, ce qui est plutôt pas mal. Ah Euh, oui. et, et je vais enchaîner avec un autre au plus proche, car j'aime bien ça. Je pense que vous l'avez tous vu dans la presse, hein, Jean-Louis Gasset a annoncé sa retraite d'entraîneur ce week-end. À votre avis, combien de matchs a-t-il fait sur le banc des Verts? Cette fois, je vais laisser Sylvain commencer, une fois chacun. Combien de matchs a-t-il fait sur le banc des Verts? Alors, il est arrivé à la mi-saison, donc ça fera 19, sachant qu'il a dû jouer une fois en Coupe de France. Ils ont perdu à 3 la première saison. Ça fait 2. Et précis, 20 hein. et après donc 38, ça fait 58. Et en Coupe de France, euh, non c'est faux, ils ont perdu à 3 mais ils avaient gagné contre Nîmes, je me rappelle. Donc ça fait 59, allez je dirais 61. 61 pour Sylvain. Et Jessie, combien tu dis? Je veux dire 62. 62. Et ben, je crois que c'est. Alors, j'ai un petit doute, j'avoue, mais c'est soit 62, soit 63. Selon les sites, ça diverge, mais du coup, c'est Jessie qui gagne. Donc, ouais, 62 ou 63. C'est un des deux. Il me semble que c'est 63 quand même. 31 victoires, 16 nuls et 16 défaites. Donc, bilan largement positif. Et du coup, c'est Jessie qui est au plus proche. Il a voulu la jouer à 1-1 en vengeance à Sylvain, Ça et arrive. ça passe. Bon, bah, question finale, du coup, pour Sylvain, occasion d'égaliser.
Un peu plus technique, cette question, c'est une petite vente aux enchères. On vient de jouer contre Quevilly-Rouen, du coup, on a parlé du match. Je vais vous demander, messieurs, combien de joueurs qui sont passés par les 2 clubs, vous pouvez me citer? Je donne un petit indice, il y en a pas eu Par beaucoup. QVI et Sainté? Ouais, entre Quevilly et Sainté. Je donne un petit indice, il y en a pas eu beaucoup puisqu'il y en a eu que 5 en tout, j'en ai trouvé que 5. En prenant en compte, le centre de formation en plus. Donc voilà, celui qui dit la plus haute proposition, fait sa liste, hein, donne les noms. En revanche, s'il parvient pas à remplir le contrat, hein, à dire le nombre de joueurs qu'il a donné, et ben le point ira à l'autre. Moi, Est-ce qu'il y en j'en ai deux. tu as 2, Sylvain? Est-ce que Jessie, tu dis mieux? Franchement, honnêtement, je pourrais même pas en donner un. Tu veux même pas en donner un? Ouais, je Ou saurais si pas j'en dire donne un, comme j'ai ça. gagné. Ouais, Oh bah ouais, je crois Alors, bien. Ouais, Sylvain, tu vas quand même le en dire 2. premier, le premier, il y a Michael Nadé qui était prêté l'année où il monte en Ligue 2. Exact, ouais. Michael Nadé qui a fait un ah oui, Ouais. an. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça, et Bien, je tu sais pas dirais? s'il joue encore cette année, mais il y a un mec qui a joué avec GSI aussi, c'est Nelson Alpha Sissoko, qui joue arrière droit. Ah oui, il Exact. était prêté sous l'air à Puel, ouais. Et il est même parti après, il me Exactement. semble, La dans deuxième, la la foulée. dernière année, ouais. Mm. Ouais. Exact, ouais, ouais. Exactement. Et du coup, j'imagine que t'en as pas d'autres, Sylvain, t'as avec ces deux-là? Faudrait que je creuse, mais est-ce qu'un mec comme David Doulin, il a joué là-bas? Non, je l'avais pas. Non? Je l'avais pas. Ok, C'est des joueurs ok. assez récents, enfin, je pense pas qu'ils ont joué beaucoup à Saint-Étienne, même pas du tout. Il y a Nathan Decoquet, que j'ai vu, Ouais, oui, d'accord, ouais. Josué Albert, qui avait fait sa formation à Saint-Étienne, et je sais Oui, pas si je prononce bien, mais Makan Makalou également. ok. C'est les trois que j'avais en plus. Donc voilà, point à Sylvain du coup, puisque Jessie en avait pas, et ça fait deux partout, hein, Ouais. score de parité. Bon, ça embête un peu Sylvain dans sa course au titre, mais peut-être que tu peux viser les barrages comme Saint-Étienne. Non mais, non, C'est sûr. mais l'arbitre c'est Turpin, je peux pas gagner, de toute façon c'est Ah impossible. là là. Bon, de deux, bah merci en tout cas messieurs pour cette émission. Merci le chat aussi d'avoir été présent malgré cette défaite assez amère à débriefer. Merci d'avoir été présent. J'espère que vous aurez pris du plaisir à nous écouter comme chaque lundi. Passez une bonne soirée. Soyez vigilants demain soir. Du coup, on le rappelle, match entre Rodez et Paris pour savoir qui va nous affronter. Et prochain match vendredi, donc premier barrage à voir. Donc prenez soin de vous d'ici la prochaine émission qui sera communiquée sur les réseaux. Et allez les Verts, hein. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.